Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Je vais vous présenter aujourd'hui les 3 nouveautés du 28 janvier 2021. Eh bien, je vais commencer avec En proie au silence et son tome 5. Mine de rien, ça fait tout juste un an qu'on a lancé cette série-là et on est pile à la moitié de la publication puisqu'on voilà, la série fait 8 tomes, je vous le rappelle. C'est vrai que c'était pas un pari gagné d'avance quand on a lancé ça il y a un an. Ça nous ramène un an en arrière et à des petits souvenirs. En ce moment, c'est un petit peu compliqué encore, mais il y a tout juste un an, et ben voilà, on était au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et on présentait le tome 1 de En proie au silence, et puis on annonçait pas mal de nouveautés et tout. C'est vrai qu'on était dans une énergie un petit peu différente que ce début d'année 2021, et c'est marrant si je dois parler un petit peu de souvenirs, en attendant de pouvoir se retrouver, j'espère, en salon dans le courant de l'année. En même temps que nous, on publiait le tome 1 de En proie au silence, il y avait Inyo Asano qui était présent au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, donc sur le stand notamment des éditions Kana. Et voilà, vous le savez sans aucun doute, Inyo Asano, c'est le mari d'Akane Torikai, et il n'était pas tout à fait indifférent au fait que les mangas de son épouse étaient publiés en français, donc il est passé sur le stand Akata, on a pu échanger 2-3 mots. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que il voyait aussi qu'on publiait les mangas de Minoru Furuya, et Minoru Furuya, c'est quelqu'un qui a été très important dans sa jeunesse à lui aussi, et qui a priori l'a vraiment beaucoup marqué. Et il voyait qu'on avait publié Saltinez, qu'on avait publié Galaxy, il disait mais en fait vous n'avez pas publié Imizu parce que c'est vraiment au Japon Imizu un titre qui est iconique. Et je dis mais si, et simplement il n'avait pas reconnu parce que comme vous l'avez remarqué sans aucun doute, on a changé la couverture par rapport à la version japonaise. Ça, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est parce que l'éditeur japonais n'avait pas les fichiers à nous fournir pour refaire les mêmes couvertures que les versions japonaises, donc on a dû tout recréer. Et du coup, je lui ai montré le tome 1 de Imizu, il dit « Ah, c'est ça que vous avez fait » et tout. Et c'est marrant pour lui, en tant qu'artiste, de voir justement comment on a pu adapter le travail de couverture pour Imizu. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit souvenir, puisqu'en cette fin janvier, le Festival international de la bande dessinée ne peut pas avoir lieu, même s'il y a la cérémonie de remise des prix. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour être dans l'actualité, et puis parce que c'est très raccord avec ce tome 5 de En proie au silence, de vous en parler. Ce tome 5 qui est d'ailleurs plutôt très épais, puisqu'il fait près de 230 pages, donc c'est plus épais que les autres tomes. Petite anecdote aussi de ma vie d'éditeur, voilà, des fois on se fait des petites angoisses d'un coup. On reçoit le tome 5 de En proie au silence au bureau, et puis j'aime bien quand on les reçoit au bureau, embarquer les bouquins chez moi, et en général le soir, avant de me coucher, je les relis tranquillement. C'est toujours un petit plaisir de redécouvrir les ouvrages en main une fois qu'ils sont faits, fabriqués, après tout le boulot qu'on a effectué dessus. Et puis je vois tout d'un coup, alors je sais pas si vous allez le voir là bien, mais vous voyez ici là, sur les cheveux du personnage, c'est plus clair, hein. En fait la couleur, il y a comme une espèce d'effet d'éclaircissement de lumière, et quand j'ai vu ça le soir chez moi, j'ai fait oh, mais je me souviens pas qu'il y avait ça sur les fichiers, sur la couverture japonaise et tout. Si ça se trouve c'est une boulette, sans faire exprès on a mis un coup de lumière, d'éclaircissement, de gomme ou je sais pas quoi, qui faisait que la couleur était moins uniforme. Et donc je me suis fait une petite angoisse le soir là, comme ça dans mon lit à lire le bouquin, et je fais oh, mais en plus je pourrais pas vérifier avant demain. Alors j'ai quand même été voir sur le site direct, j'ai pris ma tablette, j'ai regardé sur le site web, genre oh là là, est-ce que c'est sur le fichier ou est-ce que c'est un peu une impression? Et j'ai zoomé, j'ai vu que c'était sur le fichier de la version française. Bon, les fichiers sont comme ça veut dire que l'éditeur japonais il a validé comme ça, mais j'espère que voilà, c'est pas un souci. Et le lendemain matin, je suis arrivé au bureau et tout de suite j'ai pris le tome 5 en japonais de En proie au silence. J'ai regardé, il y avait le même effet. Et puis aussi, surtout j'ai regardé le fichier qu'on avait reçu du Japon, et le fichier qu'on avait reçu du Japon, il avait aussi cet éclaircissement, donc on n'avait pas par erreur fait une modification sur la luminosité du dessin. En fait, c'est vrai que sur le tome japonais, on le voyait moins, parce que je vais vous mettre la couverture là, mais vous allez voir que les éléments ne sont pas placés de la même manière, et donc cet effet d'éclaircissement est beaucoup moins évident. Il permettait de placer aussi des éléments en japonais, et comme les éléments en français ne sont pas placés de la même manière, ça apparaît beaucoup plus. Alors pour le coup, voilà, c'est un effet de lumière qui est voulu et qui est très volontaire de la part de la mangaka, mais je me suis fait ma petite angoisse le soir, comme ça. Bon, ça arrive des fois, on se fait peur, on se dit, zut, on a fait une grosse boulette, il va falloir retirer l'ouvrage de vente et tout, enfin, bon, ouf, il n'y avait pas d'erreur à ce niveau-là. Voilà, c'était une petite anecdote, maintenant je peux en rigoler, hein, voilà, parce que finalement il n'y a pas eu de soucis et tout ça, mais c'est vrai que sur le coup, c'est toujours un petit peu stressant.
stressant quand ce genre de choses arrive. Petit micro-détail, c'est vraiment juste pour l'anecdote aussi, à chaque fois hein, sur les couvertures de En Proie Silence, on décale un petit peu les éléments, le édition Akata, le nom de la dessinatrice, le logo, on essaye de les bouger pour que ce soit plus ou moins sur les dessins, bien calé entre les triangles, etc. Et cette fois-ci, la mention édition Akata, elle est placée pas au même endroit que d'habitude, et puis surtout, elle est placée en blanc, alors que d'habitude sur les automnes c'est en noir. Par conséquent, comme c'est en blanc, le fameux vernis sélectif dont je vous ai parlé, cette fois-ci, on ne l'a pas mis sur le édition Akata. En tout cas, voilà, je profite de cette occasion pour vous remercier pour le succès, à notre échelle en tout cas, de En Proie au Silence, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un an, c'était pas un pari qui était gagné d'avance, puisque c'est quand même pas du manga très grand public, les thématiques sont compliquées, c'est pas toujours très agréable à lire comme ouvrage. Malgré ça, vous avez fait un bel accueil à cet ouvrage-là, qui trouve son public, un très bon bouche à oreille. Voilà, on a dû réimprimer le tome 1, là, en tout ce début d'année 2021, donc c'est la preuve que c'est un beau succès, et c'est vraiment super chouette, parce que je pense vraiment qu'Akane Torikai, c'est une dessinatrice qui a beaucoup de choses à dire, et qui mérite vraiment qu'on parle d'elle. Donc merci à tous, merci aux lecteurs, aux lectrices, aux libraires, à toutes les personnes qui le défendent, qui défendent le travail d'Akane Torikai, et puis on va reparler d'elle, de toute façon, très bientôt. Deuxième manga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le tome 4 des Chroniques d'Asfareo. Alors, dans la vidéo où je vous parlais du tome 3, je vous parlais justement du fait qu'on était en train de bosser sur la couverture de ce tome-là. Donc, vous pouvez voir le résultat, qu'est-ce qu'on a fait par rapport au zoom du personnage et par rapport au fait qu'il était décentré. Donc, encore une fois, par rapport à la version japonaise, le zoom et le cadrage est un tout petit peu différent. Alors, personnellement, j'aime beaucoup le fait que ça soit moins proche que la version japonaise, puisqu'on voit mieux les cheveux du personnage, etc. Enfin, je trouve que ça met un dynamisme différent, et ça me plaît beaucoup. Alors, c'est aussi la première couverture, il n'y a pas de dragon en couverture, il n'y a pas Julius, et c'est vrai que quand je lisais la série en japonais, bon, si vous lisez ce manga là maintenant, vous savez qu'il y a plusieurs dragons dans l'histoire, il n'y a pas que Julius, ce dragon bleu. C'est vrai que moi, quand je lisais ce manga là, j'avais vraiment envie de voir d'autres dragons en couverture, parce que je trouve ça super chouette et ça fait partie des choses que j'apprécie dans la série. Cette diversité aussi dans les dragons, je trouve ça plutôt chouette. Et pour moi, ça fait vraiment partie du charme de l'univers. Et voilà, vous savez que dans ce manga-là, il y a un dragon noir désormais aussi qui est apparu. Et bon, tout le temps, j'attendais de voir si sur les nouvelles couvertures, il y aurait un autre dragon que Julius qui apparaîtrait. Bon, maintenant que tous les tomes sont parus au Japon, on sait que non, il n'y a pas d'autres dragons, il y aura toujours que Julius en couverture. J'avoue que ça m'a toujours un petit peu frustré, mais bon, c'est comme ça, et c'est vrai qu'à l'occasion de la sortie de ce tome 4, j'avais envie de vous en parler, parce que c'est justement une des couvertures où moi, au Japon, je m'étais dit, tiens, il n'y a pas de dragon en couverture, vu le contexte, c'était une bonne opportunité de mettre un autre dragon en couverture. Enfin, il n'est pas en couverture, mais il est quand même derrière, pour information. Et pour vous parler un petit peu de secret de création, surtout en réalité la chose sur laquelle je voulais revenir, c'était le choix de la couleur, cette couleur de fond, le rouge comme ça. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'ai posé un jour une question sur les réseaux sociaux, une question sur est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de fond blanc dans les shoujo manga? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de shoujo manga où il y a des fonds blancs, et parfois il y avait des fonds colorés qu'on a peut-être pu passer en blanc. Enfin, il y a vraiment cette question d'avoir un fond blanc sur les mangas. C'est quelque chose que parfois, peut-être que nous les éditeurs français on n'aime pas, ou qu'on aime, etc. Enfin, il y a plein de questions là-dessus, mais c'est vrai que de notre côté, il y a pas mal de shoujo manga avec des fonds blancs qui ont très bien marché, donc Jumping, Perfect World, Trait pour Trait aussi, c'est un shoujo manga avec d'une certaine manière un fond blanc, Running Girl, enfin bon, je vais pas vous refaire toute la liste, mais il y en a beaucoup. En japonais, les Chroniques d'Asfareo avaient un fond blanc, et quand Tom, le graphiste, a travaillé dessus, spontanément, il a mis un fond rouge en dégradé. Enfin, je dis un fond rouge, mais en fait, c'est un fond du rouge avec un dégradé vers le bleu. Sur le tome 1, il avait fait ces couleurs-là, et puis quand on a fait la maquette du tome 2, il a remis de la même manière, sans vraiment remettre en cause ce choix de couleur, parce que ça donne une cohérence, c'était plutôt joli, et ça faisait des beaux contrastes. Et puis, quand il a commencé à bosser sur ce tome-là, il m'a fait un fond avec du bleu, un dégradé de bleu, et c'est le tome 4, et bon, je décale le livre parce que je vais vous mettre la couverture qu'il avait fait en premier test ici, mais c'est vrai que ça posait beaucoup de questions. La série fait 9 tomes, donc en fait quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit bah oui, on pourrait faire 3 tomes rouges, 3 tomes bleus et 3 tomes d'une autre couleur. Pourquoi pas, mais je sais pas, moi je le sentais pas trop comme ça. C'est vrai qu'il y avait la question de la validation au Japon aussi. Est-ce qu'ils auraient accepté que d'un coup on change la couleur alors qu'au Japon, tous les tomes en fait ont un fond blanc? Pourquoi on changerait en français la couleur des fonds, et puis du coup ça changerait aussi la couleur des dos
dans les étagères, et c'est vrai que je me disais ça serait bizarre. Il n'y a pas forcément de justification de changement de la couleur d'un point de vue du scénario, donc ce serait un choix purement esthétique, mais est-ce que ça serait beau d'avoir 3 tomes en rouge, 3 tomes en bleu, et puis 3 tomes d'une autre couleur? Moi ça m'a beaucoup questionné. Par exemple, on s'est permis de changer la couleur dans Prisonnier Riku, parce que justement ça avait une justification vraiment très profonde dans le scénario, donc ça justifiait vraiment un changement de couleur pour marquer le coup, pour faire une espèce de relance, aussi sur une série qui était assez longue. Sur les chroniques d'Asfario, personnellement je trouvais que ça ne justifiait pas, et même si le fond bleu en soi c'était joli aussi, et puis surtout finalement en rouge, je trouve que ça contraste plus avec les vêtements de l'héroïne, et que ça met plus en valeur le dynamisme du dessin. Et bah justement, puisqu'on parlait de Riku et de ces changements de couleur juste avant, on va finir cette vidéo en parlant du tome 36 de Prisonnier Riku. Bah vraiment là, on s'approche de la fin de la série, hein, puisqu'il ne reste que 2 tomes après celui-ci. Ça va nous faire très bizarre quand ça va terminer. Je vais à nouveau sur ce tome-ci vous parler des couvertures. C'est vrai que dans Prisonnier Riku, il y a cette espèce de toujours question de l'encombrement de la couverture entre le personnage, le logo et puis l'automaison et le sous-titre. Et là, Renoma en couverture, il prend vraiment beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place pour placer les éléments sans cacher le dessin. Et c'est vrai qu'autant que possible, l'automaison, le sous-titre, etc. J'aime bien quand c'est sur le fond blanc parce que ça cache moins le dessin. Et il faut avouer que voilà, les couvertures et les dessins de Shinobu Seguchi, ils sont à tomber par terre. Donc le plus on peut en montrer, personnellement, le plus je suis content et satisfait. Donc sur ce tome-là, comme Renoma, il prend vraiment beaucoup de place avec ses cheveux détachés et tout, ça c'était un peu plus compliqué, mais encore une fois, on a un petit peu jonglé. Et puis encore une fois, on joue avec le logo, les effets de devant-derrière pour rendre quelque chose de dynamique. Mais surtout, quelque chose que je vous ai jamais évoqué sur cette série-là, et globalement à chaque fois qu'on parle des couvertures, il y a un truc qui est toujours très compliqué et qui me rend dingue, qui me frustre à chaque fois qu'on travaille sur les couvertures, c'est ce foutu code barre. Franchement, les codes barres, bien sûr, on en a besoin parce que les libraires ils scannent, c'est par rapport à plein de choses dans la logistique, on a besoin des codes barres, mais je vais rester poli, mais purée, qu'est-ce que c'est moche. Puis on est obligé de le mettre sur un fond blanc, sinon les douchettes ne peuvent pas le lire, et ça me rend fou à chaque fois parce que c'est moche, ça prend de la place, et donc à chaque fois la question, et je pense que les graphistes aussi ça les frustre et ça les rend dingues, c'est de se dire mais qu'est-ce que je fais de ce code barre, où est-ce que je le mets, faut pas le mettre trop petit sinon c'est pas lisible, et en même temps voilà, c'est vraiment casse-pied à réussir à caser. En général sur Prisonnier Riku, je le mets plutôt en haut, voilà, avec les mots-clés, mais là, Riku était assez haut en termes d'illustration et de placement. Si je le mettais là par rapport à la phrase qui est en C4, ça rentrait pas en fait, tout simplement, c'était tout trop condensé. Voilà, la première fois sur cette série-là, j'ai mis du coup le code barre en vertical, que j'ai essayé de caler à un endroit pour pas cacher le dessin. Mais c'est vrai que c'est toujours très très compliqué et très frustrant. Voilà, j'en ai marre de ces codes barres. Bon, je pense pas que vous fassiez attention à ça quand vous achetez les mangas, hein, mais je sais qu'il y a certains ouvrages, parfois les codes barres sont sur les rabats. Bon, je pense que ça fait pas toujours très plaisir aux libraires quand les codes barres sont sur les rabats parce que ça prend plus de temps à passer les ouvrages en caisse. De toute façon, ce problème des codes barres, il est présent partout. Et au Japon, l'emplacement pour les codes barres, il est énorme. Il y a toujours une espèce d'énorme rectangle sur les mangas. J'ai pas pensé à en prendre pour vous le montrer, mais voilà, c'est très moche. Il y a 2 codes barres avec plein d'infos techniques, et ça, voilà, les graphistes, les auteurs de manga, tout le temps, ils disent c'est moche, c'est horrible, c'est frustrant, mais pareil, il faut les mettre. Et bien, il y a 5-6 ans, je pense, il y a Kodansha qui a pris une décision, qui est une grosse entreprise, hein. Kodansha, c'est vraiment dans le top 3 des éditeurs, globalement, et pas que de manga, et ils ont pris une décision. Au Japon, vous le savez peut-être, tous les mangas sont vendus sous plastique. En librairie, les mangas neufs, ils sont tous à l'unité, sous plastique. Alors c'est une catastrophe écologique, hein, évidemment, mais comme ils sont vendus sous plastique, ils ont décidé de supprimer les codes barres des ouvrages, et désormais, chez Kodansha, les codes barres apparaissent sur une étiquette autocollante qui est mise par-dessus le plastique, ce qui fait que quand vous enlevez le plastique, en fait, il n'y a plus de code barre, donc ça laisse plus de place à mettre le dessin en avant, les résumés, à faire un truc très esthétique. Donc c'est vrai que ça, c'est bien, d'un point de vue, on va dire, faire des jolis livres. Mais bon, déjà, le fait que tous les mangas soient sous plastique, c'est pas terrible, même si, bon, de toute façon, c'est comme ça au Japon. Et puis, en plus, il faut rajouter par-dessus une étiquette, donc c'est plus de papier qui est utilisé. Et puis, c'est un surcoût qui est quand même assez énorme, parce que vous devez mettre une étiquette sur chaque exemplaire de chaque ouvrage qui est vendu. Donc, bon, évidemment, c'est quelque chose qu'on va pas faire, nous, en France. On n'aurait pas le budget, et puis on n'aurait pas envie d'un point de vue
Voilà, l'utilisation du plastique, on le fait de temps en temps, mais non, globalement on préfère éviter. En tout cas, quand Kodansha avait fait ça sur ses mangas, avait pris cette décision, ça avait fait plaisir aux artistes, mais ça avait beaucoup fait parler dans le milieu de l'édition, à savoir si justement c'était quelque chose qui était justifié, si ça allait avoir un impact sur le long terme, s'ils allaient continuer à assumer cette position avec le surcoût que ça représentait, etc. Force est de constater que plusieurs années après, eh bien, Kodansha a vraiment continué dans cette politique-là, de ne plus mettre de code barre sur les ouvrages. Et bon, bah, c'est d'autant plus compliqué pour nous, parce que pour le coup, sur tous les mangas de Kodansha qu'on publie, il n'y a plus d'emplacement prévu pour les codes barres sur les C4 hein, derrière, et du coup, bah, on s'arrache un petit peu les cheveux parfois à savoir où est-ce qu'on va mettre ce foutu code barre. Voilà, je voulais profiter de cette occasion-là pour vous parler de cette petite chose, voilà, qui fait partie aussi de notre quotidien en tant qu'éditeur et aussi probablement de beaucoup de graphistes qui travaillent dans le milieu du livre et dans plein d'autres secteurs, puisque de toute façon dès lors qu'on vend quelque chose, il faut un code barre en général. J'en ai donc fini avec cette vidéo pour les nouveautés du 28 janvier 2021. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, et puis je vous dis de toute façon à très bientôt pour de prochaines vidéos en coulisses sur notre chaîne YouTube.